Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bienvenue à l'émission À la découverte de l'inconnu. On est enfin de retour après 3 semaines de congé. Hein? Il y a eu une fête à travers ça et je vous avoue, on a Radio Mystère restructuré un petit peu la station. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Je vous en parle brièvement. La première belle chose, demain soir à 8 heures, soyez à l'écoute. Il y a une nouvelle émission qui s'intitule Au pays des rêves et qui est animée par Rachel Lamontagne. Rachel, je l'ai déjà reçue à 2 reprises, je crois, à l'émission. Et maintenant, elle va avoir sa propre plage horaire à elle pour en parler parce que c'est un sujet qu'on peut parler pendant des heures et des heures. Alors, ça va être un rendez-vous à tous les mercredis soirs, 20h, au pays des rêves, sur les ondes de Radio Mystère. Et pour l'émission de ce soir, ben écoutez, je me suis fait plaisir, je vous l'avoue. On va parler d'ovnis et d'extraterrestres. Les ovnis. C'est tellement un sujet. Comment je pourrais expliquer ça? À travers l'histoire, parce qu'on en parle même dans les récits bibliques, là, des objets dans le ciel, puis à travers toutes les mythologies, là, que ce soit grecque, que ce soit égyptienne, on parle toujours de gens qui sont venus de l'espace, qui sont arrivés du ciel. On les a appelés Dieu à cette époque-là, et jusqu'à tout récemment, ben encore, on les appelle Dieu. Quand Dieu est descendu sur son chariot de feu, des choses comme ça. Est-ce que c'était vraiment un chariot tiré par des chevaux avec des roues là, qui descendait du ciel en flammes? J'en doute un petit peu. Sauf qu'à l'époque, ben écoutez, ils ne savaient pas comment le décrire autrement que parce qu'ils connaissaient eux et ils ne connaissaient pas les avions. Fait que c'était des dieux qui descendaient du ciel à l'époque. Mais ce soir, je reçois un invité afin de parler de ça, des ovnis. Puis j'espère qu'on va avoir le temps de parler des races d'extraterrestres, puis les types de rencontres. Puis il y a tellement de choses que je voudrais parler avec mon prochain invité. J'ai bien hâte de le recevoir tantôt. Alors, on se quitte à la pause. Comme d'habitude, la chanson que vous allez entendre a été choisie par l'invité de ce soir pour X raisons, soit qu'il l'aime, soit que c'est thématique. Fait que je vous laisse en musique. On revient tout de suite après la pause. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Alors, bon retour à l'émission À la découverte de l'inconnu. Comme je vous disais avant la pause, ce soir, on va parler des petits hommes gris, des extraterrestres, puis j'ai bien hâte. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir l'archiviste ufologue, M. Donald Cyr. Bonsoir, Donald. Oui, bonsoir. Hey, bienvenue à l'émission. Ça fait longtemps que je voulais parler de venir avec quelqu'un, puis je pense que je viens de pogner le jackpot avec toi. Je suis tellement content. Hey, je veux juste, en commençant, là, on explique à tout le monde, c'est quoi un archiviste ufologue? Ben, un archiviste ufologue, c'est une personne qui va surtout fouiller dans les archives pour compléter disons, le témoignage d'une personne. C'est une personne de telle région, disons Rock-Forest. La personne à Rock-Forest dit j'ai vu une secours volante. Ben, je regarde dans les archives s'il n'y a pas eu d'autres personnes dans ce secteur-là qui ont vu des ovnis. Si oui, ben ça renforce le témoignage de la personne. Puis on peut même faire des statistiques quand on connaît, ben, en telle année, il y a eu telle observation. On peut dire, ah, ce secteur-là, c'est un secteur propice aux ovnis. OK. Fait que finalement, tu vas recenser vraiment tout ce qui se passe au Québec, là. Oui. C'est ce qui fait qu'on peut savoir qu'il y a des vagues. On peut le voir venir arriver. Là. Il y a souvent des mini-vagues. Avant, il y avait des grosses vagues comme celle de 1952, celle de 1966, 1973. Là, actuellement, c'est depuis les années 90, c'est des mini-vagues qui arrivent.
La dernière grosse vague, justement, c'était celle en Belgique, là, en France puis en Italie, où on voyait des triangles partout. Puis là, aujourd'hui, c'est des petites vagues. OK, fait que tu fais pas juste le Québec, là. Tu tiens Non, ça pour la grandeur du mondialement. monde. OK, rien de moins. Mais nous autres, on le subit, là, aussi. Ça vient de l'Ouest, habituellement, puis tranquillement, ça vient au Québec. OK, fait que c'est vraiment comme cyclique. Il y a comme... Oui, c'est cyclique. Presque tous les 2 ans, on peut voir une mini-vague. Mais des grosses vagues comme qu'on a eues à une certaine époque, on voit pas ça pour l'instant, du moins. OK. Puis comme tu parlais en Belgique, il y a eu une grosse vague, ça me dit de quoi? C'est flou dans mon esprit, mais effectivement, il me semble qu'il y a une époque en Belgique, il envoyait... C'était effrayant, là. Ah oui, puis ça va durer plusieurs mois. Puis en plus, ce qui était tout nouveau pour l'époque, c'est que l'armée belge a avoué publiquement qu'elle avait des preuves physiques, parce qu'elle avait des radars qui s'étaient détectés sur les bases militaires, puis détectés aussi dans les avions d'interception, parce qu'ils ont envoyé des avions pour intercepter ces fameux triangles-là qui se déplaçaient. Ça fait qu'il y avait des preuves physiques qui ont été diffusées. Le général, je ne me rappelle plus son nom, il avait rendu public, dit oui, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis, c'est quoi, ce qu'il y a eu dans certains moments, les fameux triangles, c'est curieux, parce que dans certains cas, ils sont pas détectables sur radar. Dans d'autres cas, ils ont été capables d'être détectés. OK. Et puis, il y a eu aussi le contact visuel. Des centaines de milliers de personnes, c'était pas un, là, c'était des milliers de personnes à travers le pays, puis à travers les autres pays, parce que la France, elle a eu cette influence-là, puis l'Italie, pareil. OK. Puis depuis cette époque-là, les triangles, on en voit toujours. Oui, on ça, entend c'est des ça. grosses vagues, là, mais c'est arrivé comme un poil dans la soupe, là, ou un cheveu dans la soupe. C'est arrivé du jour au lendemain, tiens, les triangles. Aujourd'hui, c'est presque typique. Là. C'est plus la soucoupe volante là, traditionnelle qu'on voit. Là. C'est le gros vaisseau triangulaire. OK. Fait qu'il y a différents types d'engins volants. Hein? Puis, Comment vous avez dit ça? il y a plusieurs types d'engins volants différents. Oui. Comme la fameuse soucoupe volante traditionnelle est toujours suivie d'un vaisseau mère, le fameux cigare. En parlant de cigare, justement, ça me fait penser au cas j'avais enquêté de M. Gilles Duquette. Lui, c'était un infirmier qui travaillait, il habitait à Saint-Vincent-de-Paul, à Sherbrooke, depuis 30-40 ans. Puis lui, il avait connu l'époque des religieuses. Ça fait qu'il avait toujours gardé contact avec les religieuses. Puis là, il y avait une des religieuses, c'était des sœurs grises, qui était très malade. Il fallait qu'il aille au CHU à Sherbrooke, l'hôpital universitaire. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il voyait dans leur auto, il était dans l'auto avec les 4 religieuses. Il voyait dans le ciel comme un avion qui était en feu. À un tel point que M. Judiquette arrête l'auto, débarque même, puis les religieuses aussi sont mis à regarder. Puis c'était un objet c'est ça, un cigare avec comme des hublots sur chaque côté vers le bas. OK. Qui brillait. Puis pour M. Duquette, lui, c'est sûr, c'est un ovni. Les religieuses, pour eux autres, non, c'est un avion qui est en feu. Puis l'objet s'est dirigé vers la montagne de Stoke. Laquelle montagne? Ça, la montagne de Stoke, là, depuis toujours, là, il y a toujours eu des cas d'observation de boules de lumière qui se promènent, qui suivent même les autos. C'est un coin très propice, là, Stoke. C'est où ça, Stoke? Je m'excuse. C'est ça, lui, une fois arrivé au stationnement, il a été voir le gardien, il a demandé au gardien, y a-t-il eu d'autres cas? Il raconte son histoire du bel. C'était la troisième personne cette semaine qui vient de dire ça, qu'il y a eu des ovnis dans le secteur. OK, Donald, je pense que tu m'as pas entendu. C'est où ça, Stoke, au juste? C'est au Québec? Ça, Stoke, c'est une région de la ville de Sherbrooke. OK, on est en Estrie. C'est une ville qui a été fusionnée là, quand il y a eu la fusion forcée. Là. OK. Puis
c'est près justement de l'université médicale, le CHUM, le CHU. Je veux dire, c'est comme le CHUM à Montréal. C'est un hôpital qui s'occupe des cas graves. C'est des spécialistes qui sont là. OK. Mais justement, on parle de stroke et de tout ça. T'es-tu en mesure de me dire, au Québec, y a-t-il des lieux qui sont plus fréquentés que d'autres par oui, les observations? Il y a le fameux Mont Saint-Hilaire. C'est vrai qu'il y a une faille terrestre, il paraîtrait, dans ce secteur-là. Puis ça, c'est depuis toujours, mais il y en a qui prétendent parce que à un moment donné, il y avait eu UFO Québec qui enquêtait beaucoup sur les cas d'OVNI, puis la plupart des enquêteurs restaient dans ce secteur-là. Okay. Quand aujourd'hui on se demande y a-t-il vraiment eu beaucoup d'observations ou il y a eu beaucoup d'enquêteurs pour donner ce secteur-là. Mais je sais que dans la région de la Gaspésie, il en voit beaucoup. Dans les Laurentides, ça depuis toujours, depuis le début de l'ufologie, il y a toujours eu des cas dans les Laurentides, puis les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est, c'est peut-être à cause de leur lac, ou peut-être même aussi à cause des Appalaches, des montagnes. T'es-tu en train de me dire qu'il pourrait y avoir un rapport entre les plans d'eau, les lacs, les océans et tout ça, et les extraterrestres? Ah oui, c'est sûr. Je sais qu'à un moment donné, dans les années 80, les ufologues parlaient même de corridors, des secteurs bien précis où les ovnis passaient. Puis je sais que le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire, Orford, la montagne de Stoke, c'était un coin très particulier. Je sais qu'à un moment donné, moi quand j'étais jeune, j'étais adolescent, je faisais du pouce, puis j'avais embarqué dans un auto, puis il y avait un monsieur qui me disait qu'il avait travaillé dans les radars, puis il disait qu'il y avait souvent, dans la région l'Avenir, c'est une petite ville des cantons de l'Est, il y avait souvent des perturbations radars qui se faisaient dans ce secteur-là. OK, puis c'était pas identifié. Est-ce que c'est les ovnis? Est-ce que c'est un phénomène naturel, les champs magnétiques, ou quoi, on ne sait pas. Ouais, c'était un coin un peu bizarre. C'est que le même frère Magog, lui aussi, c'était un lac à Mons, mais c'était un lac aussi d'ovnis. Il y a eu des cas d'ovnis, là. Ça me fait penser justement à Bruno Goulet. C'était durant l'hiver 1973. Lui, il avait 16-17 ans, il était avec son père, il s'était levé très tôt le matin pour aller pêcher sur le lac. Il avait fait leur trou, puis à un moment donné, la glace... Ah, c'est beau, tu peux continuer. C'est juste, j'ai un chien en studio, puis on dit voir un écureuil. C'est ça, il était en train de faire de la pêche sur la glace, puis à un moment donné, c'était très tôt le matin, c'était presque à l'aube. Il y a une boule de feu qui sort. Ils se trouvaient presque à la rivière Magog, ou l'embouchure. Là, ils ont vu une boule de feu sortir de l'eau. Mon Dieu, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Comme un soleil qui sortait de l'eau, qui s'est dirigé vers le Magog, vers le grand lac Memphrey. Ouais. Puis, mais j'allais à l'époque, c'est ça, il a pris contact avec moi, puis moi j'ai été sur les lieux, effectivement, j'ai vu des gros blocs de glace. Parce qu'il disait que quand la boule a sorti de l'eau, la glace, elle avait été projetée très loin. Puis j'ai vu, moi, des morceaux de glace aussi gros qu'une table de cuisine, là. Mais j'avais pas d'explication à ça. Bon, je voyais qu'il y avait des blocs de glace un peu partout éparpillés, comme si ça aurait été projeté, mais sans plus. Mais lui, il a jamais voulu retourner sur le lac après aller pêcher avec son père. Ah, il a été marqué à vie, quoi? Ouais, il est resté marqué par ça. OK. Mais Magog, c'est une place à ça. Il y a souvent des ovnis qui ont été vus dans ce secteur-là. Il y a même des cas de disparition des personnes qui ont été pêchées puis qui n'ont jamais apparu. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec les corps. Ils ont-tu été enlevés? Ils ont resté dans le fond. C'était un lac qui est quand même assez cru à certains endroits. On aurait-tu un triangle des Bermudes dans le lac Memphrey-Magog? Oui. Ah oui? C'est un coin très étrange. Moi, je parle plutôt, c'est ça, des portes induites. Là, tu peux tomber dans d'autres dimensions. C'est qu'il y a eu un article que Jacques Boisvert de Magog avait fait ça
dans le journal, je pense que c'était le Progrès de Magagne à l'époque. Il avait fait un article qui disait ça, qu'il y avait eu plusieurs cas de maisons hantées autour du lac. Il y a eu une madame qui avait même trouvé des traces de Bigfoot près du lac. Madame Malloy avait pris des photos de traces. Ben, mon C'est un coin Dieu! très particulier. Il y a quelque chose d'étrange dans ce secteur-là. On a un melting pot de toutes les sortes de phénomènes qui peuvent arriver autour du lac Manfremagoc. Là, on parle de fantômes, on parle de Bigfoot, on parle de monstres. Ah oui, c'est vraiment bizarre ce secteur-là. C'est ça, tu as des ovnis. Pour ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des portes induites. Puis quand tu vois des monstres marins, peut-être c'est les créatures du passé. Quand tu vois les ovnis, peut-être c'est les vaisseaux du futur. Peut-être il y a comme un espace-temps qui se fait dans ce secteur-là. Un C'est genre de beau portail, coin. là. Oui, il y aurait des portails d'après moi. Là. Il y a sûrement quelque chose dans ce secteur-là. Wow! C'est le seul endroit que je connais où il arrive toutes sortes d'affaires. Quand tu regardes les autres régions, au lac Basse-Catonne aussi, oui. J'avais déjà entendu parler qu'il y avait des personnes qui avaient photographié un ovni. Puis ça aussi, c'était un lac à monstres. Ils ont déjà vu un monstre dans ce secteur-là. Là aussi. C'est un autre sujet qui me passionnerait à un moment donné, les monstres des lacs au Québec, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'observations là-dessus. Puis, écoute, on pourra en parler un autre moment donné. Là, il va falloir aller à la pause bientôt, mais juste avant d'aller à la pause, je voulais te demander, c'est pas plus compliqué aujourd'hui de pouvoir déceler des ovnis dans le ciel avec l'arrivée des drones et toutes ces choses-là? C'est très dangereux, c'est ça. Aujourd'hui, ça devient très difficile d'être ufologue puis faire la différence. C'est très... C'est ça, les drones... Par chance, il va y avoir des lois bientôt qui vont interdire les drones dans des endroits publics. Ça va aider les ufologues, mais c'est sûr que ça nuit beaucoup aux ufologues qui font une enquête. Ben, je comprends. Faut trouver d'autres méthodes, finalement, pour enquêter, parce que là, à cette heure, quelqu'un qui dit « je roulais sur une route déserte en pleine nuit, puis il voit quelque chose dans le ciel », c'est plus sûr que c'est un ovni, là. Ben, ça devient un ovni parce qu'il sait pas c'est quoi, mais ça peut aussi bien être un drone. Mais ça, on en reparlera aussi. Hey, Donald, on va partir à la pause, on revient tout de suite. Moi, là, j'aimerais ça, quand on va revenir, qu'on parle des types de rencontres qui existent. Puis j'aimerais ça aussi, les races d'extraterrestres. OK. Hein, parfait. On part en pause en musique et on revient tout de suite après. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Bon retour à l'émission à la découverte de l'inconnu. Avant la pause, on est avec M. Donald C., qui est archiviste ufologue. Toujours là, Donald? Oui, toujours là. Mais good, je suis bien content. Avant la pause, je disais que j'aimerais beaucoup parler des types de rencontres. On entend souvent parler de rencontres premier type, deuxième, etc. T'es-tu bon de nous les expliquer au juste? Ben, c'est ça, il y a le premier type, c'est voir un objet à une certaine distance. Je pourrais peut-être donner un exemple. J'avais un ami qui s'appelait Jean Lagrandeur. Puis c'était durant le mois d'octobre 1973. Et lui, justement, il se préparait parce qu'il allait au cégep de la Rivière-du-Loup. Puis une fois de temps en temps, il venait voir sa mère qui était veuve. Puis justement, c'était un dimanche, il avait décidé d'aller à Méga tous les deux. Puis il revenait vers Sherbrooke, qui était un peu avant le Wilco. Puis là, ils ont vu dans le ciel comme une cloche de couleur orange avec une étoile sur le dessus qui se déplaçait très lentement, à peu près à 300 pieds dans les airs sur une distance d'un kilomètre. Mais par le déplacement de l'objet et par la forme qu'il a vue, il voyait bien que c'était pas un hélicoptère ou un avion. Là. Ça devient une rencontre du premier type. Tu as pu déterminer que l'objet que tu voyais, c'était pas rien de connu. OK. Le deuxième type, c'est quand un ovni va laisser des traces. C'est quand il va atterrir ou quand il va, je sais pas, comme au cas en 1968, je pense, il y avait un jeune homme qui avait vu une secours volante, puis l'ovni avait descendu très bas du sol, puis il avait cassé des branches, puis
puis les branches, il avait roussi, il avait brûlé par l'OVNI. Là, c'était une preuve physique. Là. Fait que C'est ça, finalement, le deuxième type, c'est ça. Ça laisse des traces. il y a une altération je pourrais donner- physique au sol. Oui. Je pourrais donner un exemple de traces au sol. C'était en 1969, le 11 mai 1969, si je me trompe pas. Comment il s'appelait? Léopold Chaput qui s'appelait. Et c'était à Chapeau, dans l'île aux Olimettes. C'était vers 2 heures du matin. Il se lève, puis il voulait prendre un verre d'eau, puis là, il s'est aperçu. Parce que lui, c'était M. Chaput, il avait une grande terre. Puis là, il a vu qu'il y avait comme un engin qui était comme atterri au bout de son champ. C'était comme un chapeau de soldats français durant la Deuxième Guerre mondiale. La forme, du moins, de l'OVNI. Puis là, sa femme s'est levée, les enfants se sont levés, tout le monde. À un moment donné, il y a été au moins 4 à 5 personnes qui ont vu l'objet. Le lendemain, il a décidé d'aller voir pour s'apercevoir qu'il y avait 3 traces. Je veux dire, l'objet, probablement, ça faisait pas la première fois qu'il atterrissait. Là, il y avait 3... c'était ça, c'était des cercles de 40 pieds de diamètre avec 3... comme si l'engin aurait eu trois pattes. Des pattes, des pieds qui s'étaient posés. Oui, puis à un des endroits, il y avait comme un tas de roches, puis il y avait comme atterri là aussi à un moment donné. Puis il y avait eu un ufologue ontarien qui s'appelait Henry Mackay. Lui, il était sur les lieux. Puis il s'est aperçu que sur les roches, il y avait comme une poudre blanche. Puis là, il a fait analyser ça. C'était de l'acide urique presque pur. Puis ça c'est impossible parce que l'acide urique, c'est organique. C'est comme nous autres, les humains, on a ça. Surtout les gros mangeurs de viande, ils vont voir de l'acide urique, mais jamais, parce qu'il y a tellement de déchets biologiques, tu peux pas avoir ça peu. Tandis que la poudre, elle était presque peu. OK. Puis la question que je me posais, puis j'en ai déjà parlé sur Internet déjà, y aurait-il des extraterrestres carnivores? Ben oui, je m'en ai dit, c'est peut-être un troupeau d'Américains qui sont venus faire leurs besoins dans le champ aussi. C'est des mangeurs de viande. Mais... Peut-être qu'ils mangent de la viande, mais peut-être ceux qui sont très évolués, ils ont réussi le faire de façon intelligente. Là, nous autres, on va tuer des animaux. Ouais. Puis on sait qu'aujourd'hui, qu'un animal a le même système cérébral que nous. Ça fait qu'un animal que tu vas tuer, il a peur, il peut aimer, il peut haïr. Tandis, s'ils sont bien en avant, peut-être qu'ils font de la culture biologique, ils cultivent les masses musculaires, puis les sentiments, ils se développent pas. Ils ont tellement une connaissance des codes génétiques qu'ils peuvent peut-être développer seulement la masse musculaire sans toucher, sans qu'il y ait un cerveau ou un cœur, quoi que ce soit. Ça veut dire que tu pourrais manger une viande beaucoup meilleure même, parce qu'elle serait toujours surveillée sur son développement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire des peurs non plus, même si je dis qu'il y aurait des extraterrestres ou des entités qui seraient carnivores, c'est pas nécessairement des cannibales. Là. On va souhaiter qu'ils traînent leur viande dans leur soucoupe volante. Qu'ils Ouais. ne prennent pas ici. C'est ça. Ils font probablement de l'élevage biologique de viande pour le voyage, puis peut-être même la colonisation, parce qu'il y a tellement de planètes, ces dernières années, on a découvert ça. Il y a tellement de planètes, t'as pas envie d'envahir la Terre. Là. Je veux dire, habituellement, quand on lit l'histoire humaine de la Terre, à chaque fois qu'il y a eu une invasion, c'est à cause que les pays, il y avait des problèmes en nourriture, un problème de richesse, puis là, ils vont envahir d'autres pays pour être capables de s'enrichir aux dépens de l'autre. Mais quand t'as l'espace, là, c'est à l'infini des planètes qui peuvent être habitées, qu'on n'a pas besoin de guerre, quoi que ce soit. Tu arrives sur la colonie, point final. C'est pour ça la peur que le monde se fond, là, que les extraterrestres viennent sur la Terre pour nous envahir. C'est pas vrai. Depuis le temps, en plus. Il l'aurait fait déjà. On voit des ovnis. S'il aurait voulu nous envahir, il l'aurait fait depuis longtemps. Hein? Ben oui, parce que c'est rapporté même dans les récits bibliques et tout ça. Là. Fait que ça fait longtemps. Sinon, sont slow pas à peu près pour attaquer. Là. Leur stratégie est longue à adopter. C'est pour ça que je trouve que c'est pas logique quand il y a certaines personnes qui essaient de nous faire des peurs en disant que
on va se faire envahir à un moment donné par les extraterrestres. Ça tient pas le bout. Si on se compare, si on se compare à nous autres, là, probablement les autres aussi ont connu des évolutions comme nous, là, ils ont connu des guerres, tout ça. Aujourd'hui, ils voient que c'est pas payant. Même aujourd'hui, l'autre jour, j'écoutais la télévision, les Américains, ils s'entendent pas tellement bien avec l'Iran. Mais ils feront pas la guerre, quoi, ça coûte trop cher. Ben oui. Question économique. On va rien que s'attaquer. Ça même fait pour les extraterrestres. Il doit des systèmes de communication entre eux autres. Ils ont des ententes entre eux. Peut-être pour ça qu'ils n'ont jamais intervenu quand il y avait des guerres sur Terre. Peut-être c'était un peu comme dans Patrouille du Cosmos, la loi de la non-intervention. Va-t-on vraiment le savoir un jour? Espérons-le. Mais on revient aux rencontres au type de rencontre. Mon Dieu, je suis dyslexique aujourd'hui. Ben, c'est ça. J'ai parlé du deuxième type, qui est celui qui laisse les traces. Ouais. Le troisième type, c'est la catégorie que moi je trouve le plus intéressant. Parce que là, tu vois l'OVNI, puis tu vois l'entité. Autrement dit, on voit quelqu'un sortir de cet engin-là. C'est ça. Comme moi, je connais un cas, c'est Mme Violette Rivard. Elle avait vu en 1961. Elle était avec sa petite sœur. Elle avait 17 ans. Puis sa petite sœur, je pense qu'elle avait 6 ou 7 ans. C'est ça, c'est durant l'été 61. Puis c'est à Saint-Gérard de Manzella. De Magella, c'est à côté de chez moi. Je suis à 10 minutes de là. Puis c'est ça, elle marchait au bord du chemin avec sa sœur, puis là, il y avait un champ. Puis là, pour savoir qu'il y avait un ovni qui était atterri, c'était une espèce, c'était comme un 10 avec un dôme, avec des pattes, mais les pattes, c'était curieusement fait, ça ressemblait comme des pattes de micro. Il y avait trois pattes dans le trépied. OK. Puis c'est ça, elle a vu une femme sortie par une trappe, qui avait un habit gris, 2 pièces, à table blonde. Puis elle ressemblait tellement à un humain qu'elle aurait pu la voir dans la rue, puis pas personne ne s'aurait aperçu que c'était une extraterrestre à force qu'elle avait l'apparence humaine, la madame. OK, fait qu'il y en a qui nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau presque, là. Ah oui, c'est comme nous, puis c'est ça, les grands blonds, justement, Adamski, lui, c'était un contacté, Charles Adamski, lui, il avait vu les fameux grands blonds. Mais il y a des grands blonds qui ont été vus avec des gris. Hey, tantôt, on va parler tout de suite après les types de rencontres. Je veux qu'on parle parce que là, on parle de grands blonds puis de gris. J'aimerais ça qu'on parle des sortes d'extraterrestres qu'on connaît, là, à date. Mais là, si on continuait dans les types de rencontres, là, on disait que, bon, Madame Tremblay, à Saint-Gérard-de-Magella. Oui, excuse-moi. Fait que je suivais, là. Ben, c'est ça, parce qu'elle, à un moment donné, c'est ça, elle regardait la madame qui s'en est avec un grand sourire. Oui. Puis sa petite sœur était collée après elle avait peur. Puis là, tout à coup, là, c'est comme si elle arrêtait dans la lune ou quelque chose du genre. Là, l'OVNI était parti, la madame n'était plus là. Puis là, Madame Rivard, elle, voyons. Puis là, elle a pris peur. Elle est partie à courir avec sa petite sœur. Ils sont retournés chez eux. Puis ils n'ont même pas parlé de ça à personne, ni à leurs parents, quoi que ce soit. Puis le plus curieux aussi, Madame Rivard, leur maison familiale, était tout proche d'un barrage hydroélectrique. Puis moi, j'ai toujours fait l'hypothèse que les centrales hydroélectriques forçaient parfois les ovnis à atterrir. On revient à ce qu'on disait tantôt, les plans d'eau, les mers, les océans et les lacs seraient fréquentés. Ils sont attirés par l'eau pour une raison ou une autre. Oui, ben d'après moi, je pense qu'ils s'alimentent par l'eau parce qu'il y a beaucoup d'azote au-dessus d'un lac, puis tu peux le transformer en énergie. Je pense que les ovnis se rechargent par ça. Les montagnes, ben, c'est probablement parce que vu du ciel, c'est un point de repère. Une montagne, tu la vois, c'est comparé à l'autre, là, tu peux avoir là, tu peux te diriger, même si tes instruments ne marchent pas. Disons que tu es un pilote d'avion, tu peux toujours te débrouiller, justement, par des points de repère à partir des montagnes. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression que les montagnes, il y a aussi, près des vagues terrestres qui arrivent, il y a des frictions d'air chaud, d'air froid.
Puis ça donne la foudre en boule, ça donne de l'électricité, ça. Tu peux t'alimenter par ça. On a même vu au Mexique des ovnis au moment d'un orage électrique, puis les éthers se dirigeaient carrément sur l'OVNI. Pas comme si l'OVNI voulait S'alimenter. se recharger par les éthers. Ça s'est vu au Mexique ces dernières années. Ça a été vu aussi en Angleterre. Il semblerait qu'il y aurait certains ovnis. Encore, il ne faut pas oublier que probablement les ovnis viennent de plusieurs origines. Hein, il y en a qui viennent de d'autres dimensions, d'autres qui viennent de d'autres planètes. Fait qu'il n'y aurait pas juste un peuple d'extraterrestres qui viendrait nous visiter. Ah non, il y aurait des peuples, des milliers, des millions de même de... Je pense qu'on verra jamais la fin de tout ça. Parce que dernièrement, on a découvert que il y aurait plusieurs dimensions qu'à partir des nouvelles recherches que les scientifiques, la physique quantique a démontré ça, qu'il y aurait peut-être au moins de 8 à 9 dimensions. Qui nous entourent. S'il y a des mondes dans chaque dimension, c'est infini, là. Déjà, l'univers qu'on vit, c'est des milliards, des milliards, des milliards d'étoiles, de planètes, tout ça. Si on peut aller dans d'autres dimensions, puis parce que probablement il y a des dimensions où ça sont pratiquement physiques comme nous autres, mais il y en a d'autres qui sont peut-être, comme en ésotérisme, on va dire éthériques, énergétiques, l'énergie pure, carrément. Oui. Hey, Donald, il faut retourner en pause déjà. On n'a pas parlé du quatrième type. Je pense que c'est celui-là qui fait le plus peur au monde. Fait que j'aimerais ça, au retour de la pause, qu'on commence avec ça, puis après ça, qu'on parle justement de ça, toutes ces races d'extraterrestres-là, là, parce que moi, je connais les tigris, c'est comme les plus classiques, mais il en existerait pas mal, beaucoup plus que ça. Fait qu'on parle de ça au retour de la pause. Parfait. Tu restes là, tu restes avec moi? Oui. À tantôt. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Alors, de retour à l'émission à la découverte de l'inconnu, je suis toujours avec Donald Cyr, toujours le Donald. Oui, justement, on t'a rendu sur les rencontres de quatrième type. J'allais justement le dire, on s'est laissé là-dessus avant la pause, puis là, j'avais tellement hâte qu'on en parle, parce que je pense que c'est l'affaire que, comme je disais avant, que les gens ont le plus peur, qui est le plus mystérieux. Alors, parlons-en. Les rencontres du quatrième type. C'est ça, une rencontre du quatrième type, c'est quand que tu rentres à l'intérieur de l'OVNI. Il y a des cas justement d'enlèvement où la personne, c'est contre son gré, mais il y a aussi des cas volontaires, comme en 1949, Arthur Matthews de Beauport avait vu supposément une sous-courante atterrir dans son champ, puis il y a des hommes d'apparence humaine aux cheveux courts et non aux cheveux longs, parce qu'il y avait déjà eu un reportage à la télévision. On voyait des hommes aux longs cheveux qui discutaient avec Arthur Matthews, mais dans la vraie réalité, c'était des personnes qui avaient les cheveux courts, avec une combinaison, comme des combinaisons de pilotes d'avion. Ils ont parlé avec Arthur Matthews, ils ont demandé s'il voulait venir à l'intérieur de l'OVNI, puis ils ont même été, lui c'était un cas de contacté, là. Il est entré dans la soucoupe, il a même été dans une station Attends un petit peu, Donald. Autour de Vénus. Attends un peu, Donald, tu me dis, il est rentré dans ce couple, ça veut dire que ce monsieur-là, Matthews, est rentré volontairement dans la soucoupe volante, là. C'est ça, les extraterrestres, ils l'ont invité de venir à l'intérieur, puis Arthur Matthews, c'était un ingénieur électrique dans l'électricité. C'était quand même quelqu'un qui était passionné par les champs électriques. C'est sûr que lui, il a accepté tout de suite. Puis là, ils l'ont invité, il a embarqué dans une espèce d'ascenseur. Il y avait comme un pivot central. C'était comme un 10 avec un pivot central. Il est entré dans l'OVNI, puis là, justement, c'était le vaisseau, ils ont été vers une espèce de biodôme qui était en orbite autour de Vénus. Après ça, ils l'ont ramené. Après ça, à tous les ans, la soucoupe atterrissait à Beauport. Même Henri Bordelot, qui est le père de l'ufologie, a enquêté sur ce cas. Et lui, il croyait pas, par exemple, Henri Bordelot, il croyait pas à Arthur Matthews. Mais c'est que Yann Vadnet a fait une version française, parce que Arthur Matthews, avant de mourir en 1971, avait écrit un livre sur son histoire.
ça va apparu qu'en anglais, puis pour dire, c'est un gars du Québec, là, c'est un anglo-québécois. Parce que lui, il venait d'Angleterre, je pense, d'origine. D'origine, oui. Mais c'est un beau cas, là. Ça, c'est une personne volontaire. Mais il y a des personnes aussi qui se font carrément enlever, qui rentrent, comme dans le cas de Betty Barney Hill en 1961. Il était venu au Québec pour passer les vacances. Ils ont même venu ici à Montréal, près de Drummondville à un moment donné. Puis là, il a pris l'autoroute 63, il s'en allait vers le Vermont. Puis là, à un moment donné, ils ont vu une étoile, ça va être une étoile. Puis après, ben, c'est ça, l'étoile s'est devenue plus grosse. Puis là, à un moment donné, pour voir vraiment un vaisseau spatial. Puis, pour une raison qu'ils ne comprennent pas, ils ont pris un chemin pour arriver dans un sentier avec une petite clairière. Là, ce copatérie, les extraterrestres, qui ressemblaient être pratiquement à des fœtus humains, ils mesuraient à peu près 4 pieds. Costume couleur kaki avec un chapeau, c'était presque comme des militaires. Ben oui. Puis ils ont pris Barney, ils ont pris Betty, parce que Barney, il était de race noire. Puis Betty, elle, c'était une femme de race blanche. Puis les autres, c'était comme... parce que chacun avait dû être divorcé déjà à un moment donné. Puis là, ils avaient décidé de se marier ensemble. C'était comme une deuxième chance qui se donnait à eux. C'était pas une période pour vivre cette expérience-là. Non, à l'époque, les mélanges interraciaux d'un couple, c'était pas bien vu, hein? Ben, c'est ça, parce que c'est ça, lui, il avait toujours la peur des autorités, hein. Les Noirs, dans les années 60, là, aux États-Unis, c'était pas évident. Puis effectivement, c'est ça. Ils ont été enlevés, ils ont fait des examens, ils ont pris de la peau, des cheveux. Puis à un moment donné, c'est ça, ils ont embarqué dans l'auto, puis là, ils ont perdu comme la mémoire. La première chose qu'ils se rappellent, tiens, il renaît, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, arrivé une fois à la maison, ils sont aperçus qu'il y avait de la vase, de la boîte, de la boue après leur linge. Puis là, ils sont aperçus qu'à un endroit de l'auto, la peinture était comme écaillée, puis qui mettait la boussole venait folle. Les puis à un moment donné, c'est là qu'ils ont été décidés de dire, hey, il nous manque une période, il nous manque 2 heures, ça marche pas. Fait que quand ils ont été voir Benjamin Simon, c'était un psychiatre, mais qui faisait de l'hypnose. Fait que quand ils ont fait des séances d'hypnose, ça a duré peut-être 2 ans, 3 ans. Parce que comme souvent, c'est quand ces gens-là, on parle de rencontres de 4e type, quand ils sont enlevés, n'ont jamais de souvenir de ça. La majorité, il y a une perte de mémoire, mais ça peut être normal. C'est peut-être pas à cause des extraterrestres, mais c'est à cause que notre cerveau ne veut pas accepter. Ce qu'il vient de vivre. Ah, surtout dans les années 60, le monde était tellement... parler d'OVNI, c'était impossible. Parler d'OVNI à quelqu'un, là, c'est très terre à terre. Puis là, c'est nous autres qui voyagent, mais on peut pas croire que d'autres peuvent venir nous voir. C'est sûr qu'il y a un blocage qui s'est fait, puis ils voient quelque chose qui est aussi intelligent que toi, mais qui n'a rien d'humain. C'est sûr, ça doit être marquant, là. Oui, à quelque part, tu te demandes si tu rêves, là, certain. Ben, c'est ça, tu te mets en doute toi-même. Effectivement. Le témoin, il se met en doute lui-même, il s'imagine, il dit, coudonc, j'ai-tu vraiment vu ça, moi? Fait que finalement, le 4e type, puis même le 3e, où ce qu'on voit quand même des humanoïdes dans la rencontre du 3, c'est comme les plus marquants. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu du 1er type, puis ils en parlent presque... Il pourrait même avoir un 5e type à un moment donné. Qui serait quoi? Parce qu'il y a gros des témoins qui ont dit qu'ils sentaient la présence, quand ils retournaient chez eux, qu'il y avait quelque chose qui les surveillait. Puis il y a même des personnes qui ont développé des dons, des personnes qui, comment je pourrais dire... qui n'étaient pas pas des personnes qui étaient très instruites. Là, du jour au lendemain, ils commençaient à avoir des écrire aptitudes ou à développer des dons en dessin. Ça ouvrait une porte. C'est peut-être ça aussi. Le fait que tu prends conscience que l'impossible est possible, là, tu ne mets plus de limites. Ça doit être quelque chose à vivre quand même. Oui. Parce que là, tu étais en contradiction avec toi-même. Tout ce qui t'a cru. Oui, toutes tes croyances, hein?
c'est ça. Tu mets... Là, même, tu te reposes, tu ne vois pas Jésus de la même manière. Ah, peut-être que c'est un extraterrestre, Jésus. Toute la conception des choses devient différente. Tout ce que tu as appris n'est pas conforme à la vraie réalité. Puis cette vraie réalité-là, tu ne peux pas en parler. Personne ne veut pas croire à ça. Le monde a peur de ça. Ben, presque avec Surtout, raison. je parle pour les années 60. Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Grâce à Internet, on peut communiquer avec des personnes puis, qui sont au même niveau là, d'esprit. Puis là, on peut partager puis même avancer dans son cheminement avec tout ça. Mais être témoin en 1960, c'était terrible. Là. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a bien des choses terribles dans les années 60. Vive l'évolution. Écoute, Donald, il nous reste à peu près juste 4 minutes et demie à l'émission. Fait que je voudrais tout de suite embarquer un petit peu parce que depuis le début de l'émission, qu'on parle de cheveux courts, cheveux longs, puis des petits gris, puis tout ça, c'est les races d'extraterrestres qu'on connaît aujourd'hui. Ceux qui sont vus le plus souvent, est-ce que tu peux nous en parler? On commence avec les petits gris. Les petits gris, je pense, c'est les plus communs. C'est ça, les petits gris sont souvent vus aux États-Unis. Au Québec, on en voit, mais c'est pas aussi... ici, au Québec, c'est plus exotique. C'est ça, il y a les petits gris. Ça, c'est la catégorie des petites créatures. Il y a les créatures qui sont de grandeur humaine. Puis même parfois, là, quand tu vois les extraterrestres d'apparence humaine, c'est carrément des humains. Ben, en plus, qu'est-ce qui est particulier? Il y a aussi les géants. Les géants? On peut parler d'humanoïdes. C'est toutes des créatures qui ont une tête, 2 bras, 2 jambes. OK, je pense que la majorité... C'est pas des tentacules, là, comme des films de science-fiction. Là. On dirait que ça n'existe pas, ça, là, on n'entend jamais parler de ça. Puis, surtout ces dernières années, il y a beaucoup des cas de gens. J'en ai parlé déjà avec Albert Rosales. C'est un ufologue américain qui est d'origine cubaine. Puis lui, il y a des milliers de données qu'il a ramassées sur les différentes rencontres. Puis il a remarqué ça, lui, depuis les années 80, on voit de plus en plus d'extraterrestres de très grande taille. Quand je parle de grande taille, c'est des créatures qui peuvent aller de 7 pieds en montant. Encore dernièrement, au Québec, à Saint-Zénon, Yann Vadnet a enquêté sur un cas de M. Laurando. Il avait vu un extraterrestre, puis il mesurait ça d'un 7 pieds. Coral Lozé à Sainte-Croix, elle a enquêté sur un cas d'une squalane qui a atterri dans le champ, puis le gars qui faisait, le témoin qui faisait du vélo, a vu l'extraterrestre sortir dans une porte, parce qu'il voyait rien, il voyait rien qu'un champ, puis du coup, il a vu comme une porte lumineuse, puis là, il a vu un personnage qui regardait, il ressemblait à un gris, mais il était très grand, mais il était blanc, il était lumineux. OK. Dans les deux cas, c'était des géants. Depuis quelques années, les géants, je ne sais pas pour quelle raison, on en voit de plus en plus. Puis les Bigfoot aussi, le nombre remonte. Ah, les Bigfoot? Parce qu'il y a souvent des Bigfoot qui sont vus avec des ovnis. Là, on ne sait pas le rapport qu'il peut avoir. Il y aurait différentes traces de Bigfoot. Est-ce que c'était une implantation qu'on aurait eue de la part des extraterrestres? Là, il y a plein de théories qu'on pourrait faire, là, rien que sur les Bigfoot et les ovnis. Ça finirait plus. Fait que finalement, si je suis en forêt, puis je suis sur le bord d'un lac, puis je vois un ovni, il faut que je check partout. Il y a des chances qu'il y ait un Bigfoot. C'est possible. OK. Bon. Fait que, à part ça, moi, j'entends parler souvent des reptiliens. Oui, mais les reptiliens sont souvent accompagnés avec les gris. On les voit souvent ensemble. On dirait que c'est des peuples qui se connaissent très bien. Au Québec, ben, je l'appelle le reptilien, c'est à Colerain, mais à un moment donné, en 68, au mois d'août 68, au cimetière de Colerain, il avait vu les enfants, il était 7 enfants qui partaient de 7 ans, allaient jusqu'à 15 ans, avait vu une espèce de créature à peu près de 3 pieds, couleur argile rouge, peau toute gravassée, avec des gros yeux noirs puis comme une barbe. Ou quelque chose de noir qui était allongé. Puis c'est ça, ça allait d'un reptile. Moi, j'ai toujours appelé le reptilien. La question pourrait se poser, qu'est-ce qu'il faisait dans un cimetière? Mais quand tu penses à ça,
Un cimetière, c'est le meilleur endroit pour collecter de l'information. Sur les pieds tombales, tu as tout le nom des membres d'une famille. Si tu es biologiste, l'ADN. Ouais, c'est T'as une intéressant. banque d'ADN infinie là, dans un cimetière. Pour un scientifique qui vient d'une autre planète, c'est la place idéale. Pas en plus, pas loin du cimetière, il y a une antenne d'alimentation du câble qui est là. Ils pouvaient communiquer puis prendre la communication de tous les réseaux. C'est pour ça, à première vue, on se dit, voyons, pourquoi des extraterrestres dans un cimetière? Mais c'est la place idéale. Quand on veut penser là, comme un extraterrestre, il faut penser comme un extraterrestre, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, on dit, il n'y a pas de logique, les extraterrestres. Oui, il y a une logique, mais il faut penser comme si on serait un extraterrestre pour comprendre leur fonction, pourquoi ils sont ici, pourquoi ils sont là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a certains atterrissages d'OVNI, c'est toujours près, qui ont de 15-20 minutes d'une centrale hydroélectrique. Il y aurait un lien. Il y a une raison à ça aussi. Ouais. Hey, écoute, Donald, on pourrait en parler des heures, puis promets-moi de revenir à l'émission. On peut pas juste faire le tour de tout ça en 45 minutes. C'est pas vrai. Non, c'est sûr. On va s'en donner rendez-vous quand même, nous autres. On va refaire une autre émission. Mais avant qu'on se quitte, les gens qui veulent t'en parler, ils te rejoignent comment? Moi, c'est par Facebook. On va voir Donald Cyr UFO. Je suis toujours identifié par ça. On peut prendre le moteur de recherche Google. Vous écrivez Donald Cyr UFO. UFO pour ufologue. Puis là, vous pouvez voir toutes mes adresses. J'ai plusieurs sites. Que je parle justement mes découvertes que j'ai faites à travers les années dans les archives et aussi mes enquêtes que j'ai faites. Et pour discuter avec moi, c'est carrément sur Facebook qu'il faut le faire. Vous cherchez ça, Donald ça. On va dans le moteur de recherche Google, puis on écrit Donald Cyr UFO, puis tout de suite, voilà, vous allez trouver toutes les informations. Ben écoute, Donald, je te remercie. On s'en reparle bientôt. Puis nous, on se retrouve tout de suite après la pause pour la conclusion de l'émission. Vous écoutez Radio Mystère, à la découverte de l'inconnu. Vous êtes toujours à l'émission à la découverte de l'inconnu et notre émission s'achève pour cette semaine. Je veux encore une fois remercier Donald Cyr qui est archiviste ufologue. J'ai passé une belle heure avec lui. J'espère que vous avez autant apprécié que moi. Avant qu'on se quitte, je veux juste vous rappeler, si jamais vous avez des commentaires sur l'émission que vous venez d'entendre, ou vous avez même des suggestions de thématiques d'émission à nous suggérer, ou vous avez été témoin de quelque chose, ben je vous invite à nous écrire à radiomystère@outlook.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On a notre page, Radio Mystère. Trouvez-la. Vous allez toujours pouvoir savoir à l'avance qui sera l'invité à la prochaine émission, aux prochaines émissions, parce que je ne suis plus la seule maintenant. Pour les prochaines émissions, vous pouvez aussi écrire vos commentaires suite aux émissions. C'est toujours agréable de pouvoir les lire et de pouvoir répondre à ça. Et je vous rappelle encore une fois, demain soir, 20h, la nouvelle émission Au Pays des Rêves animée par Rachel Lamontagne. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, mais si vous prévoyez déménager le 1er juillet, s'il vous plaît, de grâce, n'abandonnez pas vos animaux. Vous avez encore assez de temps pour y trouver une bonne famille avant de déménager. Au revoir.